Merci Robert Daguillard. Alors ce soir, j'ai le plaisir de retrouver Walid Pharres qui a suivi avec nous ces dossiers. Il est professeur à la National Defense University, conseiller auprès du Congrès et auteur du livre La prochaine révolution, la lutte pour la liberté au Moyen-Orient, publié en 2010. Bonsoir Walid Pharres. Bonsoir. Walid Pharres, là, en Égypte, le Premier ministre a reporté les législatives, il a nommé un nouveau ministre de l'information, c'est le super ministère de la désinformation, comme disent les Égyptiens. Il promet une justice rapide des ex-officiels de Moubarak. Après la chute du Raïs, des experts disaient que le plus gros défi est de traduire politiquement les idées de la révolution anti-Moubarak. Est-ce un défi facile aujourd'hui face à une institution militaire dinosaurique ? Non, ce n'est pas un défi facile. En fait, toutes les révolutions, toutes les révoltes populaires doivent passer obligatoirement par une période transitoire. La période transitoire est celle où les forces politiques, celles qui sont nouvelles, comme les jeunes, comme les ONG, comme les mouvements démocratiques, et celles qui sont classiques, traditionnelles, et celles qui sont encore attachées au régime qui est tombé. Donc ce qu'on voit en Égypte maintenant, c'est un cocktail, c'est une lutte entre toutes ces forces politiques, mais la demande principale des révoltés, de la intifada, si vous voulez, égyptienne, c'est que le conseil militaire actuel ne soit pas une continuation du régime, mais déclenche le vrai changement. Justement, Walid Pharres, est-ce que c'est possible d'instaurer une culture civile, ni militaire, ni religieuse dans l'Égypte d'aujourd'hui ? Premièrement, pour que ce genre de culture soit bien défini, il faudrait qu'il y ait un changement dans la politique culturelle ou dans la culture politique. Comme on dit en arabe. Donc, ce qu'il faut s'attendre à, c'est un changement dans la deuxième génération politique. Le vrai changement va commencer dans les écoles, dans les universités, dans les actions politiques, dans les élections législatives à venir. Donc, il faut être très patient, mais en même temps, il faut être très conscient que ce n'est qu'une période transitoire. Voilà. Maintenant, on parle des situations délétères, la Libye et la Syrie. Alors, plusieurs pensent que le cas libyen n'a rien à voir avec les révolutions tunisiennes et égyptiennes. L'Occident qui lorgne le pétrole, dit certains, est venu exacerber ce qui au départ était une affaire de famille entre le peuple libyen et son guide. Qu'en pensez-vous, Walid Pharres ? Mais non, il y a eu une révolte au début, il y avait des manifestations. Ces manifestations ont été opprimées par le régime, ce qui est différent du cas de l'Égypte, du cas de la Tunisie, parce que le régime a utilisé l'armée. En Égypte et en Tunisie, l'armée n'a pas voulu être utilisée. Donc si on compare l'Égypte et la Tunisie, c'est plutôt comme la Pologne, la Tchécoslovaquie après la chute soviétique. Mais on compare la Libye, la Syrie et peut-être le Yémen à la Yougoslavie ou le fait qu'ils ont répondu avec de la violence. Ouais, mais maintenant, on voit que le régime libyen veut négocier avec le CNT, le Conseil national de transition, les rebelles, et la France. Tout ça pour négocier aujourd'hui, tous ces morts, tous ces dégâts. Walid Pharres, comment lire cette évolution dans le dossier libyen? Il y a eu un défaut d'analyse, je pense, à la fois à Washington et à Bruxelles, mais aussi à Paris, au début de la crise. Il y a eu donc l'idée, le modèle que bon, il va y avoir des manifestations, que l'armée va se situer avec les manifestants, et voilà, M. Kadhafi partirait. Ce n'était pas le cas. Et on fait une grande différence entre les États qui avaient connu au moins un peu la vie politique de plusieurs partis comme l'Égypte, la Tunisie, leur société civile était plus organisée, mais en Libye, il n'y avait pas de parti politique, en Syrie, il n'y avait qu'un, donc c'est différent. La Syrie, justement, de Bachar al-Assad laisse une certaine communauté internationale perplexe, et je m'expliquerai pourquoi. Le bain de sang se poursuit depuis le 15 mars, et Assad joue un double jeu, la répression et le dialogue national, et dénonce un complot international derrière ces contestations. Quelle lecture faites-vous de cette rébellion en Syrie? La position des États-Unis vis-à-vis de la Syrie est basée sur l'expérience en Libye. Les débats au Conseil de sécurité ont été stoppés en ce qui concerne la Syrie par la Russie. Donc il y a le contexte international. Mais localement en Syrie, il y a deux choses. Premièrement, cette révolte est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que l'ancienne révolte des frères musulmans des années 80, d'une part. Mais le régime Assad n'a pas de choix. Ils savent très bien que s'ils vont faire des réformes, ces réformes seront à la Gorbatchev et donc l'opposition va enlever le régime d'Assad. Une dernière chose avant d'aller à la pause, Walid Pharres, vous parlez de la communauté internationale. Je parle de cette autre communauté internationale. Le Conseil de sécurité a condamné
avec la plus grande fermeté, et je le cite, les attaques contre les ambassades américaines et françaises récemment à Damas. Human Rights Watch, par exemple, s'exclame « Pourquoi cette attaque mérite l'attention du Conseil plus que les victimes de la répression ?» Et depuis cette répression, pas un mot de Washington. C'est parce qu'il y a un consensus parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. Les 5 membres ne veulent pas que leurs ambassades soient attaquées ni à Damas ni autre part. Par contre, il n'y a pas un accord en ce qui concerne la politique de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la Syrie. Donc la division entre Moscou et Washington, le problème, c'est que les Syriens payent le prix. Ouais. Est-ce que la France s'est trompée et ses alliés se sont trompés en Libye maintenant qu'ils négocient? C'est pas seulement la France, c'est la communauté internationale, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est un nombre de pays arabes. Ils ont choisi d'appuyer les manifestations et les manifestants. En le faisant, donc, ils devaient se solidariser avec eux contre la répression militaire. Maintenant, je pense, là où on n'a pas fait un bon travail, c'est de s'établir comme alliés véritables, faire un partenariat avec les forces de l'opposition qu'on ne connaît pas très bien. On connaît seulement les généraux, les ambassadeurs, mais on ne connaît pas vraiment les milices sur le terrain. Qui sont-ils, qui sont-elles, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors maintenant, Walid Farras, je vais vous emmener sur le terrain yéménite. Le Yémen bat le record de longévité de cette manifestation puisqu'elle entre dans son 5e mois. Le plan de sortie de crise du Conseil de coopération du Golfe semble consommé. Départ du président Saleh en Arabie pour des soins après l'attentat contre la mosquée de son palais. Résultat, aujourd'hui au Yémen, on a une absence de compromis, inflation massive et pénurie de pétrole, de gaz et d'eau. Aujourd'hui, la révolution yéménite d'hier ressemble à une simple manifestation, Walid Farras. C'est une révolte qui est ouverte. C'est une révolte qui n'a pas réussi à se transformer en révolution, ni en ce qui concerne le consensus populaire interne, ni en ce qui concerne l'appui international. Ce qui est un peu qui fait peur au Yémen, c'est que ni les forces régionales, ni les forces internationales ont la capacité d'aider les forces yéménites. Le Yémen est très divisé, le sud, le nord, Al-Qaïda au centre, les pro-iraniens au nord, et même dans le nord, les tribus se battent entre elles, y compris dans la tribu du président. Donc il faut qu'il y ait une architecture qui est tout à fait exceptionnelle pour pouvoir résoudre le problème yéménite. Il y a un exemple de réussite, le cas du Maroc. Il a été aussi secoué par une série de manifestations et ça continue quand même. Mais le Maroc semble avoir trouvé, je dirais, un new look à la transition politique en engageant ses réformes constitutionnelles approuvées à plus de 98% lors du dernier référendum du 1er juillet, qui déplaisent toujours quand même aux jeunes qui veulent plus de travail, moins de corruption évidemment. Est-ce que c'est une expérience, Walid Farras, qui pourra être calquée dans d'autres monarchies comme Bahreïn ou Jordanie ou... Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des monarchies constitutionnelles, y compris la Jordanie quand même, mais le Maroc surtout, et aussi le Koweït, il y a eu ce travail très important mené par l'élite politique pour qu'il y ait un avancement graduel vers les réformes constitutionnelles. On n'a pas de garantie. On ne sait pas si dans 10 ans cela va être acceptable, mais pour le moment, cela a en fait empêché une retombée intérieure et une guerre civile comme en Libye et autre part. Alors Walid Farras, une analyse du New York Times récemment montre que le monde arabe est aujourd'hui scindé en 2 blocs, des transitions démocratiques et des autocraties. Le Maroc pourrait devenir le poids lourd de la région si l'expérience constitutionnelle du roi Mohamed VI, M6 comme on l'appelle, réussit. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que le monde arabe est encore au milieu, sinon pas au début de ces transformations. Il y a encore l'Algérie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a aussi, quand les Américains vont quitter l'Irak, il y a beaucoup de composantes qui n'ont pas été encore déterminées. Ce qui va se passer au Soudan après l'indépendance du Sud qui est arrivée aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'en fin de compte, il y a un mouvement populaire de société civile, démocratique, dans toute la région. Il va avoir du succès dans quelques endroits et pas beaucoup de succès dans d'autres, jusqu'à qu'il y ait une nouvelle génération de politiciens qui puissent mener la région vers la démocratie libérale. Merci.